son peuple, point. S'il dénigre des actions qui sont faites, soi-disant parce que ça sert l'opposition, c'est parce qu'il est contre son peuple. Il est pour son goûter. Donc au niveau de la commune et de la collectivité globale, l'heure est au rassemblement des gens sur la base d'un projet valable. L'heure est à la réflexion collective. Il faut qu'on comprenne que seul on n'y arrive pas. Je pense par exemple à des jeunes très déterminés, très conscients, très volontaires, qui ont compris la question de l'autosuffisance alimentaire et qui vont chercher des terrains, planter, etc. L'idée est bonne. Mais sur quoi ça va déboucher si on ne tient pas compte de l'expérience des petits planteurs, des petits agriculteurs, des ouvriers agricoles qui avaient leur jardin et qui a permis à notre peuple de survivre jusqu'à aujourd'hui? Si on ne connaît pas leurs apports scientifiques en matière du mouvement de planter, de la façon de protéger, etc. Sur la question de la distribution, si on n'est pas intégré dans un système de distribution suffisamment conséquent pour que les produits qu'on a pu faire nous permettent d'abord de vivre sainement, mais de vivre financièrement également. Donc là, nous cachons de l'eau en panier. Parce qu'il nous faut comprendre qu'il y a déjà des Martiniquais qui ont lutté pour monter des coopératives. Mais l'ennemi français ne veut pas que nous soyons indépendants du point de vue de l'alimentation. Ne veut pas qu'on comprenne que nous sommes capables de construire une économie alternative. Donc il sabote les coopératives. On voit des capitalistes étrangers venir s'infiltrer dans des conseils d'administration et dynamiter la coopérative et puis laisser les infrastructures être envahies par des lianes et des bois lépiniers. On voit des gens qui attaquent des responsables de coopératives parce qu'ils savent que ces gens-là ont une vision de déconnexion avec la métropole coloniale. C'est quotidien. Et puis on voit la compétition économique aussi. Pourquoi Poisson Pilote a disparu? Pourquoi les yaourteries romains ont disparu? Pourquoi persécute-t-on Félix Jean-François? L'ennemi ne veut pas que nous prenions notre sort en main, que nous montrions notre capacité de construire. Eh bien, nous pouvons déjouer tout cela. Cela dépend de nous. Si nous sommes capables de déjouer les divisions, d'arrêter avec les provocations de Jacques ou de Cotier, si nous sommes capables de surmonter les propagandes mensongères que l'on fait circuler, les fanatismes de parti, si nous sommes capables de cela, eh bien, nous avons une force que l'ennemi colonialiste et puis ces robots ne pourra pas attaquer. Parce que les petits bonhommes avec leur visage arrogant, raciste, qui viennent donner, qui paradent parce qu'ils sont protégés, au fond, c'est des lâches. S'ils n'avaient pas le soutien de leur hiérarchie et l'assurance d'impunité donnée par la justice, s'ils avaient en face d'eux un peuple qui ne venait pas chercher, tomber dans leur piège, mais qui organisait une contre-offensive pensée, il serait beaucoup moins arrogant. Parce que, d'une part, les lois de la guerre, nous sommes la guerre. Les lois de la guerre ont toujours enseigné que quand un ennemi est fort, ce n'est pas vers lui, chez lui, sur son terrain qu'on va chercher l'affrontement. Tant qu'on peut reculer pour ne pas tomber dans le panneau, il n'y a pas de honte à avoir. Mao Tse-tung disait, quand l'ennemi avance, nous reculons. Quand il s'arrête, nous le harcelons. Et s'il recule, nous le poursuivons. Ça veut dire qu'il faut savoir maîtriser ses émotions, ses rages, ses impulsions, pour dire on ne va pas affronter un ennemi sur son terrain quand il est en position de force et puis qu'on n'a rien dans les mains. Non, ça ne sert à rien. Il faut qu'on puisse aussi se dire que nous devons choisir notre terrain, accumuler des forces économiques, sociales,
mental, parce que le mental est déterminant pour gagner une guerre. Et puis, quand nous aurons rempli cette phase-là, ensemble, nous allons décider des moyens et des techniques qu'il faudra pour poser le problème de l'émancipation de notre peuple. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire contre lesquelles l'ennemi, aussi puissant paraît-il, ne peut absolument rien. On ne met pas, comme disait une auditrice dimanche dernier, un revolver sur ma tempe pour m'obliger à aller acheter des produits chers, des produits inutiles, des produits dangereux pour notre santé. On ne pourra pas me donner une balle à la tête si je décide de privilégier la consommation martiniquaise, authentique. On ne pourra pas me donner une balle dans la tête si je ne vais dans la pharmacie qu'en cas de nécessité et que je me porte aussi vers la connaissance de la médecine traditionnelle qui a beaucoup moins d'effets secondaires que certains médicaments qui nous sont délivrés. Je crois qu'un dit TPI fait moins de mal qu'un Mediator. Donc, quand j'ai cet esprit-là, quand je prends soin de parler à ma famille, de parler dans mon quartier, pour pouvoir définir ensemble une stratégie, là, je commence à poser des points. Sur quoi faut-il travailler? 1. La cohésion sociale. Tant que nous serons divisés, nous n'aurons jamais la force de résister aux offensives du système. Nous sommes différents, nous avons des caractères différents, nous avons des intérêts différents. Mais nous pouvons voir ce qui doit nous réunir pour qu'on fasse front contre l'ennemi colonialiste. Ce qui nous désunit, c'est l'ego de certains qui disent « c'est moi qui sais, je connais, voilà ce qu'il faut faire, si vous ne faites pas ça, vous êtes des cons ». Ça, c'est l'esprit occidental bourgeois aliéné, voilà, l'élite. C'est pas les civilisations africaines ou précolombiennes, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la puissance de la pensée collective. Donc, la cohésion sociale implique que nous nous écoutions, que nous confrontions nos stratégies, que nous acceptions d'être en minorité, de voir ce que les autres peuvent faire de positif. Donc, cette mise en commun de la pensée collective, et puis, ça explique aussi la nécessité que les objectifs de cohésion sociale s'appuient sur la satisfaction des besoins des populations. Parce qu'il faut que nous mangions. Il nous faut manger sain, il nous faut nous soigner. Ça, on a déjà dit plus haut, on peut développer des dynamiques pour nous décrocher du système de consommation folle et pour prendre notre destin en main, nous préparer en cas de catastrophe naturelle, en cas de catastrophe humaine. Chaque fois que je donne cet exemple-là, nous avons une entreprise, Fariba, qui fait des produits séchés, des bananes, et qui sont des objets qu'on doit avoir en permanence, en stock, pour si qu'on y vient. Mais si les 300 000 Martiniquais natifs natals s'approvisionnent régulièrement à Fariba, mais il y en a d'autres, hein, j'ai donné cet exemple-là parce qu'il est plus connu. Ça fait que cette entreprise-là se développe, elle peut employer des gens, elle peut conquérir des relations avec les autres pays de la Caraïbe. On a une réponse économique. On a une réponse culturelle, je l'ai déjà dit aussi, sur la question de l'éducation, puisque les colonialistes, leur ministère de l'éducation, ne cherchent pas à rendre nos enfants critiques ou vraiment intelligents, peut-être instruits, peut-être possédant des diplômes. Mais si nos enfants sont intelligents, ce n'est pas grâce à l'éducation nationale française. C'est grâce à notre culture, grâce à notre type de société. Mais simplement, leurs possibilités sont atrophiées d'ailleurs quand ils ont leur diplôme. Ils sont également
marginalisés, eh bien, il nous faut repenser l'éducation. Bien sûr, il nous faudra les employer à l'école, puisqu'il y a des moyens de pression et puis des nécessités pour les examens, etc. Il faut le faire. Mais il nous faut comprendre que ce n'est pas le principal et que dans les quartiers, dans les familles, dans les communes qui disposent, qui font déjà des opérations de soutien scolaire, il nous faut mettre un contenu alternatif. Donc collecter les etc. d'outils pédagogiques qui existent déjà, des jeux pédagogiques créés par des Martiniquais, des manuels créés, des ouvrages, je pense à Jala et d'autres. Il faut que tout enseignant, que tout parent fasse le recensement de ces outils pédagogiques-là, et que dans les familles, et que dans les quartiers, et que dans les associations impulsées par les municipalités, on puisse vulgariser ces outils-là et les utiliser pour intéresser nos enfants à leur environnement caribéen, à la connaissance alternative du monde, à la citoyenneté, à la prise de conscience de leur responsabilité dans le tissu global. Donc c'est en matière d'éducation, c'est cela. Et puis, évidemment, il ne faut jamais oublier que nous avons le tiers de notre population qui vit en France et parfois dans d'autres pays européens ou autres, que cette force-là peut être une force économique qui prend déjà des initiatives et qu'il nous faut absolument établir des passerelles entre les uns et les autres pour constituer ce poids qui nous permettra de dire aux colonialistes, vous et vos centres commerciaux, vous ne nous aurez plus. Ah, je n'ai aucun complexe à entrer dans un centre commercial, acheter une chose dont j'ai besoin, je regarde le prix, mais je n'achète pas ce dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas de complexe à entrer dedans. Mais dans l'organisation de ma vie, je contrôle ce que je consomme, je contrôle ce qui est nécessaire à l'épanouissement de ma famille et à mon épanouissement propre. Donc, c'est cela. Et puis, je parlais des relations avec nos frères et sœurs qui vivent dans l'émigration. Et puis, il y a deux autres aspects que je voudrais dire avant d'arriver à la conclusion. Tout à l'heure, nous avons parlé de traducteurs, de rencontres internationales. Les médias, les empires médiatiques occidentaux ne nous en parlent pas. Mais on n'imagine pas la puissance du mouvement alternatif dans le monde. Qui connaît Via Campesina? Qui regroupe des centaines de millions de paysans et de paysannes sur l'ensemble de la planète. Et qui développe un programme pour échanger des semences vernaculaires, pour échanger des expériences d'organisation, de consommation alternative. Qui connaît ça? Mais ça existe. On ne connaît pas, mais ça existe. Eh bien, nous avons un devoir de nous pencher sur ce qui se fait au niveau international en matière interactive, ce qui demande donc lecture, traduction, réflexion et politique. Contrairement à ce que les obscurantistes veulent faire pour servir le système, nous avons cela à faire. Et puis, j'arrive au dernier point. Leur grand problème, le problème fondamental, c'est qu'il y a des classes dominantes qui ont squatté toutes les institutions d'ailleurs qui les ont façonnées et qui s'en servent comme outil de domination pour faire en sorte que ce soit leurs intérêts quasi entièrement qui soient satisfaits au mépris de toutes les conséquences désastreuses que cela pourrait avoir pour les populations. C'est ça le problème. Les élections ont été pensées, créées par la démocratie française après la révolution bourgeoise de 1789, et toutes les lois sont faites pour s'assurer que c'est ceux qui ont de l'argent, ceux qui bénéficient des moyens de communication, qui gardent la majorité. Il y en a des alternatives
qui par la force de leur combat, de leur conviction, de leur implantation de masse, qui arrivent à conquérir des postes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont des bâtons dans le roue, parce qu'au niveau international, on organise des subventions pour les renverser, parce qu'on fait des blocages économiques pour qu'ils n'aient pas les fonds pour payer leurs administrés. Et précisément actuellement, on retire les moyens budgétaires des collectivités locales, comme la taxe d'habitation, pour permettre à l'État de maintenir la domination des classes dominantes. C'est ça l'organisation politique de la société. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas participer aux élections quand on a un projet pour sensibiliser le peuple, pour préserver ce qu'on peut préserver. Il ne s'agit pas de dire ça. Ceux qui disent tous les élus, c'est des pourris, c'est des gens qui divisent le peuple. Il y en a beaucoup, et la majorité, qui sont des gens au service du système, qui ne font rien pour nous aider. Parce que justement, le système est conçu pour faire arriver aux commandes ceux qui sont les plus matois, ceux qui sont les plus retors et les mieux friqués. Mais ça ne veut pas dire que les êtres humains élus, on n'en trouve pas. Je parlais tout à l'heure de ceux qui sont décidés à soutenir la lutte contre l'empoisonnement des eaux agricoles. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça ne peut pas être pour nous, les élections. La réponse vraie, c'est de changer de système politique, de conception même de la politique. Il ne faut pas dire je ne fais pas de la politique, il faut dire je fais de la politique autrement, au service du peuple. Et quand on a parlé de réunions de quartier, de projets de quartier, de projets associant les édiles qui sont sincères, qui sont au poste, ça veut dire qu'on va mettre en place la construction d'une démocratie directe alternative. Vous imaginez les habitants de Duchesne réunis sous un hangar et puis qui disent à partir de maintenant, voilà comment nous allons consommer les produits locaux. Voilà ce que nous allons faire pour essayer d'aider nos jeunes à ne pas sombrer. Ça veut dire qu'on a pris le pouvoir. On est son ministère de l'Éducation nationale. On est son ministère de l'Agriculture. À un niveau inférieur pour le moment. Mais on est ceux qui décident de notre vie. Et c'est ça, la politique, l'organisation de la cité. Et c'est là qu'on va accumuler les forces. C'est là qu'on va changer les mentalités de ceux qui sont victimes de l'aliénation venant des classes dominantes. Et là, évidemment, le rapport de force va être renversé. Le colonialiste français, avec ses robots, ne pourra pas résister à ce peuple martiniquais-là quand nous serons suffisamment avancés dans une telle direction. C'est là. Évidemment, ça n'empêche pas la nécessité d'aller manifester, de protester, de lutter, d'aller voir des avocats encore, mais il nous faut comprendre que c'est le deuxième aspect de notre lutte. Le premier aspect, c'est de nous organiser, de définir notre stratégie, de commencer à la mettre en route et de commencer à être un véritable contre-pouvoir prêt pour les périodes à venir. Voilà donc les éléments que je souhaitais apporter. Et j'avais précisé l'autre fois que dans la partie interactive, les porteurs d'un projet, les acteurs de projet pourront téléphoner pour présenter leurs initiatives. Il faut qu'on les connaisse. Il y a beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires dont on ne sait rien et qu'on échange nos idées sur cette affaire. En tout cas, merci de votre attention et prochaine vidéo en direct dimanche prochain. Oui, alors, le temps que Thierry se prépare à nous donner quelques informations sur ce qui s'est fait en Martinique, plus précisément, je voudrais rajouter
concernant le rôle des médias alternatifs, nous avons parlé des nouvelles technologies de Facebook qu'il faut savoir utiliser, mais cette émission que nous faisons sur Radio Fréquence Atlantique devrait nous faire réfléchir. Je me souviens qu'il y a eu une télévision privée qui était menacée de disparaître. Un appel à la participation du peuple pour qu'on ne perde pas notre télévision. Hein. On n'aura que la télévision publique. Eh bien, cet appel-là avait permis que 600 000 euros ou 700 000 euros étaient tombés dans l'escarcelle des porteurs de projets, ce qui n'a pas empêché des licenciements et ce qui n'a pas empêché que cette entreprise-là, je me vois dans ma télé tous les jours, mais appartient à un groupe français, à une multinationale étrangère. Donc, et qui définit les programmes. Il y a des émissions intéressantes. Nul ne peut en disconvenir. Mais le fond idéologique, les actualités qui sont données concernant le monde, sont le fruit élaboré par ces multinationales-là. En quoi ça sert la lutte populaire? Nous disons qu'il y a des journalistes qui font des reportages valables, qui défendent des positions valables, etc. Mais le gros, on a trouvé 700 000 euros pour le tout. Radio Fréquence Atlantique, qui fait ce travail-là, auquel nous participons depuis des dizaines d'années, a déjà lancé a déjà fait des appels au soutien, à l'entraide. Le directeur vous dira combien il a déjà reçu. Nous n'avons pas de quoi être satisfaits. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Considérer que les moyens alternatifs, démocratiques, sont les nôtres et que notre devoir, c'est de les soutenir, c'est rentrer dans le contre-pouvoir dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, alors je crois que j'en ai fini et Thierry me semble prêt à faire ces informations. Donc, on va écouter. Voilà.